Nous allons conclure cette journée avant la discussion par l'exposé d'Alain Prochiance. Vous savez qui est Alain Prochiance. Il est professeur ici au collège, titulaire de la chaire processus morphogénétique, et il est notre administrateur depuis 2015. Et donc, il va nous parler de ceci, de 1,23% à 900 cm3, une cylindrée qui nous précisera, petite différence et grande conséquence. Je pense qu'on peut. Donc la question que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la question de la différence entre l'homme et l'animal. Et en l'occurrence, je vais aller au plus haut de l'animal, puisque ce sera essentiellement la différence entre l'homme et le chimpanzé, qui, comme vous le savez, est censé être, d'un point de vue évolutif, notre cousin le plus proche. Et ça a été marqué par un chiffre qui a fait le tour des imaginaires, le chiffre de 1,23%, qui est censé être la différence génétique par mutation ponctuelle, en l'occurrence, entre le génome du singe et le génome du chimpanzé. Le chimpanzé, d'ailleurs, étant plutôt pan que le chimpanzé, puisque le chimpanzé est une espèce pan. Il y a une autre espèce pan qui est le bonobo, dont vous avez entendu parler. Donc, cette peinture rupestre, qui est vieille de 40 000 ans, montre un de nos ancêtres qui est génétiquement un humain moderne. Ça ne se voit peut-être pas forcément là, mais c'est le cas, qui ne semble pas considérer la nature comme un parc de loisirs. Il n'est pas franchement rassuré devant cet animal. Ces humains modernes, nous donc, sont apparus au cours du Pléistocène, une période autour du Pléistocène, une période du Quaternaire, vous pouvez voir là-haut. Et le plus ancien sapiens a été découvert récemment au Maroc par une équipe dirigée par Jean-Jacques Hublin, qui est professeur sur une chaire internationale au Collège de France, et Abdelawed Benser, que vous voyez ici, et des techniques de législation qui ont été développées par le labo de Leipzig, par Jean-Jacques et ses collègues, ont daté donc cet humain, ce sapiens, d'environ 300 000 ans. Il nous a fait vieillir d'environ 100 000 ans. On en était à 200 000 avant. Ce n'est pas entièrement la fin, puisque l'embranchement d'avec les Néandertaliens, le dernier embranchement qu'on peut voir ici, date d'il y a environ 500 000 ans. Donc en fait, le premier sapiens peut être n'importe où le long de cette branche, entre moins 500 000 et aujourd'hui. Enfin, il y a moins 300 000 maintenant, bien entendu. Donc si je repars d'une revue récente de Souza et de ses collègues, que vous voyez ici, nous pouvons donner quelques chiffres qui contrastent de façon dramatique, mais vraiment dramatique, avec la prétendue identité de génome entre les grands singes, dont Sapiens, qui, évolution bige, est un grand singe anthropoïde. Sur un plan quantitatif, nous verrons plus tard, pour le qualitatif, notre cerveau pèse 1400 grammes, contient 86 milliards de neurones, 150 milliards de synapses, 150 000 km d'axones myélinisés. Ça veut dire 3 à 4 fois plus de cerveau qu'un chimpanzé de 40 kg de poids sec, comme nous. Nous avons 40 kg de poids sec. Bon, évidemment, quand le poids n'est pas sec, ça peut faire plus. 4 fois plus de neurones, des espaces interneuronaux plus grands, qui reflètent par leur volume de l'accroissement et l'accroissement non linéaire du nombre de fibres, de dendrites, d'épines dendritiques, de synapses, une explosion de signalisation, une explosion cognitive qui laisse très loin derrière nos cousins chimpanzés et bonobos, deux espèces de pannes différents. Ils sont ici, les deux chimpanzés. Donc on s'est séparés des paninas il y a environ 6 ou 7 millions d'années, et puis ces deux-là sont séparés après, mais ces deux espèces de pannes sont ce qu'on appelle aujourd'hui en fait les chimpanzés, mais c'est une licence. Comme ces neurones et synapses ne sont pas n'importe où, car il n'existe aucun aussi des changements qualitatifs, il faut comprendre comment les 1,23% supposés de différences génétiques entre Sapiens et ses cousins peuvent rendre compte de cette explosion. Question essentielle, si on ne choisit pas uniquement des chiffres qui servent les idéologies, puisqu'au 1,23%, on peut ajouter les 10% de cerveau utile ou les 98% d'ADN poubelle,
et autres Villevesée, pas forcément uniquement journalistique malheureusement. Dans une conférence de 30 minutes, je ne vais pas vous résumer 18 heures de cours. J'ai consacré à cette question pendant les années 2016 et 2017. Je me restreindre à un petit nombre d'exemples qui donneront peut-être envie à certains d'entre vous d'aller y voir de plus près, enfin je l'espère en tout cas. Donc dans la diapositive d'après, vous avez quelques exemples, je ne vais pas rentrer dans les détails, de mutations, de types de mutations, c'est illustré de façon un peu minimaliste, je dois le reconnaître, de types de mutations qui peuvent conduire à des modifications d'un gène et de son activité. Alors là, par exemple, vous avez une modification dans un exon. Donc, ce sont deux mutations ponctuelles qui sont intéressantes différence entre le chimpanzé, ici, enfin, troglodytes, qui est le chimpanzé, et puis sapiens, donc deux mutations ponctuelles, qui ont des effets assez importants sur beaucoup de choses, en particulier sur la capacité linguistique, mais aussi sur les capacités motrices telles qu'elles sont gérées au niveau central par la différenciation de neurones. Et vous avez aussi, comme vous voyez ici, des duplications. Donc là, vous avez un gène qui a été dupliqué. Et après duplication, vous pouvez avoir des mutations. Vous avez aussi des délétions. Donc là, je n'ai pas illustré de délétion ici. Celle-là, cette multiplication ici, elle a entraîné une très grande augmentation de la neurogénèse, impliquée évidemment dans la formation des circonvolutions. Vous avez des modifications dans les régulations en cis, c'est-à-dire des régions qui régulent l'expression des gènes. Il y a qu'ici, ce gène est le même, mais il est beaucoup plus fortement exprimé quand on met un promoteur d'Homo sapiens que quand on met un promoteur de chimpanzé. Vous avez d'autres mutations aussi dans des régions régulatrices, comme celle-ci, qui vont modifier non seulement le niveau d'expression, mais l'endroit où c'est exprimé. Donc, et puis, vous avez d'autres mutations, par exemple ici, une mutation qui va faire que ce gène n'est plus exprimé chez Homo sapiens alors qu'il était chez le chimpanzé. Donc, des modifications relativement discrètes qui peuvent avoir, bien entendu, d'énormes conséquences sur le niveau, la durée, le niveau d'expression, la durée d'expression et la localisation d'expression de gènes qui peuvent avoir des effets extraordinairement importants. Donc ça explique comment... alors si je compte évidemment les délétions et les duplications, on n'est plus à 1,23%, on est passé à 6%. Mais au fond, même 6%, pour expliquer une augmentation de 400% simplement de la taille du cerveau, ce n'est pas linéaire, vous le voyez bien. Donc je vais vous montrer rapidement, illustrer en fait rapidement l'importance des séquences régulatrices à travers un exemple qui est celui d'une région qui a évolué très rapidement entre l'homme et le chimpanzé. Ça, c'est des petites régions qui sont très fortement conservées dans tous les génomes, donc on peut penser qu'elles sont importantes parce qu'elles ont été conservées tout au long de l'évolution, mais qui tout d'un coup, le long du lignage humain, sont mis à muter de façon incroyable. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez donc ces 1219 paires de bases, c'est rien du tout sur un génome de 30 milliards de bases, un peu plus. Vous voyez ici que ça, c'est le chimpanzé, ça, c'est l'humain. Donc, il y a des mutations qui sont arrivées chez les chimpanzés, des mutations qui sont arrivées chez les humains, qui font que si vous prenez cet élément et que vous mettez derrière un gène rapporteur et que vous mettez dans une souris, je passe sur les détails, vous voyez que, par exemple, dès le 10e jour, si vous mettez le promoteur humain, vous avez une forte augmentation de l'expression dans le cortex ici de votre souris. En plus, là, quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on sait comment ça se passe parce qu'il y a un repliement de la chromatine, une interaction avec un promoteur d'un gène ici qui est un récepteur d'un facteur qui est responsable de la prolifération des progéniteurs. Et vous voyez, c'est très rigolo parce que si vous introduisez donc ce élément humain ou un élément de chimpanzé chez une souris, chez l'élément de chimpanzé ne va absolument pas changer la taille du cerveau de la souris, mais si vous introduisez l'élément humain, vous allez avoir plus de prolifération des progéniteurs cérébraux et vous allez avoir une augmentation de la taille du cerveau de votre souris. Donc là, vous avez des conséquences, la démonstration directe qu'une petite modification comme ça de 1200 bases avec 6 mutations là-dedans, eh bien, ça peut vous augmenter directement la taille du cerveau de la souris. Alors la souris s'est séparée de nous il y a 70 millions d'années, donc ce n'est pas forcément le bon tube à essai, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. D'autres modifications qui sont intéressantes, c'est des mutations qui sont liées à des délétions. Et là, ce sont des régions qui sont présentes chez toutes les espèces, mais chez nous, ça a disparu. Donc ça s'appelle humain, con pour conserver et del pour déléter.
Et donc là, il y en a 510 qui ont été caractérisés chez Sapiens. Il y en a 61 qui manquent dans les 510 chez Néandertal. Alors ça prouve que déjà Néandertal, ce n'est pas tout à fait un Sapiens. J'y reviendrai là-dessus parce que c'est intéressant par rapport à la question du langage. Donc je ne vais pas vous dire où c'est ce que font ces promoteurs parce que ce n'est pas le problème. C'est juste pour vous montrer que de petites délétions ou de petites mutations peuvent avoir des conséquences extraordinairement importantes sur le développement d'un animal. Ici, c'est le développement des vibrisses, mais aussi des soies sur le pénis des singes, qui sont évidemment des choses très importantes, puisque ça a une fonction dans l'éjaculation précoce du singe. Et nous, on l'a perdu parce qu'en fait, la question qui s'est posée là-dessus, c'est que quand on a perdu cette région, eh bien, on a été d'une certaine façon un peu féminisé. Le mâle humain a été féminisé. Ça l'a rendu un peu plus sociable, un peu moins agressif. C'est un domaine de 5 kilobases, hein, c'est rien du tout. Et donc, il a perdu une partie de ses canines. Si vous comparez les canines de chimpanzés et des canines humaines, vous verrez que ça n'a rien à voir, même chez les mâles. Surtout chez les mâles, je dirais. Et donc, on peut suivre Dixon, qui en 1998 disait que la simplification de la morphologie pénienne tend à être associée à une diminution de dysmorphie sexuelle, féminisation des canines, taille modeste des testicules, mobilité réduite des spermatozoïdes. Et tout ça, c'est associé à des stratégies monogamiques de reproduction, puisque quand il y a une moindre compétitivité entre les mâles, puisque les femelles deviennent monogames, à ce moment-là, ce n'est pas besoin d'avoir des spermatozoïdes rapides. Même un lan peut arriver au but, il n'est plus en compétition avec les autres. Donc ça calme un peu le jeu chez les mâles. Et ça va m'amener assez brièvement à comparer le développement cognitif des humains et des primates non humains. Et je vais commencer avec cette diapositive qui est très importante. C'est probablement la diapositive la plus importante de mon topo. Elle vous montre qu'à la naissance, le cerveau humain a 10% de son cerveau adulte qu'il atteint vers une quinzaine d'années, en fait. En fait, le cerveau est terminé à 30 ans chez l'homme. Donc, alors que chez un chimpanzé, à la naissance, le cerveau est 50% du poids du corps. Et il arrive à la maturité vers 6-7 ans au point de vue. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que, d'abord, c'est une nécessité. Un bipède ne peut pas accoucher d'un cerveau de 700 cm3. Voilà. Donc, il faut accoucher d'un cerveau de 200 cm3, beaucoup plus petit, quoi. Donc, même moins, 10%, ça fait 140 cm3, vous imaginez. C'est rien du tout. Alors qu'un singe accouche d'un cerveau de 200 cm3. Hein. Mais 700, ce n'est pas possible, surtout à cause de la bipédisme, question d'obstétrique essentiellement. Mais ça veut dire, en fait, que le cerveau humain va se développer à l'extérieur de la mère. C'est-à-dire qu'il va se développer dans un milieu social. Et que la construction du cortex va être imprégnée, le cortex va être sécrété d'une certaine façon par le milieu social. C'est-à-dire que même s'il y a des collectifs qui sont, comme dirait Philippe, des collectifs, le collectif il va s'intégrer dans la compréhension, il va être naturalisé cérébralement, individu par individu. Et donc, une fois que ça c'est fait, c'est difficilement réversible parce que ça se fait dans des périodes qu'on appelle périodes critiques, qui sont des périodes transitoires de plasticité du développement du cerveau. Et donc, pratiquement tout le développement cortical d'un humain se fait au cours d'une période qu'une période postnatale. Vous voyez ici, par exemple, que vous avez 0. Les périodes critiques, c'est les périodes pendant lesquelles le cerveau est capable d'être modifié par l'environnement, c'est-à-dire où il peut apprendre morphologiquement et physiologiquement dans son structure. Hein, c'est pas quelque chose de théorique, c'est de la forme cérébrale qui bouge. Et puis après, la plasticité diminue énormément. C'est pas qu'il n'y en a pas du tout, mais il y en a beaucoup moins. Et pour les fonctions cognitives, vous voyez que ça peut aller, en particulier les solutions sociales, jusque vers 15-20 ans, le cerveau reste capable d'apprendre de l'extérieur, mais d'apprendre, ça veut dire de se modifier structurellement. Ce n'est pas uniquement un apprentissage virtuel ou un truc qu'on peut apprendre et désapprendre. Donc ça s'inscrit dans la structure de la matière cérébrale. Donc ça, c'est pour ça que cette période critique, et en particulier le fait que le cerveau se développe de façon postnatale dans un milieu social complexe, hein,
qui est rendu complexe par le fait aussi que le petit étant tellement désarmé à la naissance, la survie de l'espèce nécessite une protection de l'enfance, une longue adolescence et en fait une structuration sociale qui est extraordinairement importante, qui est beaucoup plus forte chez Sapiens que dans d'autres espèces. Et avant d'aller plus loin, je vais vous en tenir du fait d'un article d'un type qui vient de sortir, un article qui s'appelle Vyszewski, M. Vyszewski sur bioRxiv en 2017. Et il nous rappelle que le système vocal, alors ça a à voir avec la langue, parce que là, il y a quand même les problèmes d'apprentissage de la langue. C'est une question absolument essentielle si on veut comprendre ce que c'est qu'un sapiens pour de bon. Donc, il nous rappelle que le système vocal des chimpanzés est limité à 20 à 100 vocalisations distinctes. Les humains peuvent communiquer par plusieurs dizaines de milliers de mots différents. Et ça, il ne s'agit pas seulement de cerveau, mais il s'agit de coévolution, si vous voulez, du cerveau, et aussi de l'appareil vocal dans lequel le larynx, la langue, la musculature des lèvres, de la bouche et du diaphragme, la forme de l'osioïde, la forme de la cavité en dessous du crâne, etc., jouent un rôle absolument fondamental. Et je ne peux pas oublier évidemment les systèmes sensorimoteurs qui sont appelés et sont adaptés à toutes ces modifications et qui sont eux-mêmes modifiés, indépendamment de toute composante qui serait purement cognitive. Sur ces bases, quand on regarde l'osioïde, la courbure des os à la base du crâne, quand on regarde FOXP2, qui est donc un gène impliqué dans la subtilité linguistique, on peut calculer et proposer évidemment que les bases anatomiques et génétiques du langage contemporain étaient présentes il y a 600 000 ans. Et ça pose une question parce que l'osioïde, par exemple, ou encore lingual, qui présente une forme en U, est situé au-dessus du larynx, n'est pas une structure osseuse, n'est lié à aucune structure osseuse. Et plusieurs muscles de la mâchoire y sont rattachés, etc. Donc ça, je passe là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que l'osioïde des chimpanzés diffère d'une autre. Et celui des australopithèques est de type chimpanzé. Celui d'un erectus de 400 000 ans est proche d'une autre, et celui de Néandertal est identique au nôtre. Ce qui laisse supposer que l'osioïde moderne, il était déjà présent chez les humains archaïques comme Néandertal, les denisoviens pareil. Et c'est pareil pour la flexure des os sur la base du crâne, c'est une chose importante, qui était présente chez un erectus, qui apparaît déjà, elle, chez un erectus il y a environ plus d'1 million d'années. Donc elle est présente chez les Néandertaliens, et donc on peut supposer que sur le plan osseux, tout était prêt pour parler il y a environ 500 ou 600 000 ans. Et puis le gène FOXP2, muté, la forme moderne, elle était mutée aussi chez Néandertal, donc en fait, ça donne l'impression ou le sentiment que Néandertal et que l'ancêtre que nous partageons avec Néandertal, 600 000 ans environ, avait des capacités de vocalisation très supérieures à celles des chimpanzés. Mais une chose très étonnante quand même, c'est que les artefacts... Alors, ça c'est une autre chose, je parlerai un tout petit peu plus tard. Les artefacts que vous connaissez, qui sont ceux qui ornent les grottes, ceux qui sont les peintures pariétales, etc., sont eux, les bijoux sculptés, sont eux apparus il y a seulement 40, 60 000 ans, au pire 100 000 ans. C'est-à-dire que alors que tout était prêt, il semble qu'il y ait eu une espèce de bond culturel absolument fantastique, bien après ces modifications morphologiques. Donc la question, c'est est-ce qu'il s'agit d'une révolution graduelle sur plusieurs centaines de milliers d'années? Ça aurait été le point de vue de Darwin. Vous savez que Darwin ne voulait pas imaginer qu'il y ait eu des bonds comme ça. Mais l'auteur est plutôt en accord avec Huxley, Thomas, qui, lui, pensait qu'il peut y avoir effectivement des bonds et que pour l'auteur de cet article, ce bond serait lié justement à la naissance du langage syntaxique moderne il y a seulement 100 000 ans. Et que toute cette explosion artistique, y compris la capacité pour des sapiens de migrer en faisant par ici, puis en prenant ici des bateaux, jusqu'en Australie. Donc en fait, une connaissance technique, et même une connaissance de navigation qui était tout à fait exceptionnelle, il y a environ une centaine de milliers d'années. En fait, c'était des humains tout à fait modernes. Alors, pourquoi on a eu ce bond, alors que si peut-être tout était prêt, et puis il ne s'est rien passé, puis d'un coup, c'est arrivé. Donc, la question qui se pose, c'est évidemment la question du comment. Ce que j'aimerais vous montrer quand même ici, avant, j'avais une autre diapositive que vous avez vue ici, c'est une diapositive qui est assez intéressante parce qu'elle compare, si vous voulez, un enfant de 2 ans et demi
un chimpanzé adulte, un orang-outan adulte, sur des critères qui sont des critères physiques. Et on voit que l'humain n'est pas meilleur à 2,5 ans qu'un chimpanzé adulte pour ce qui est des performances physiques. Mais dès qu'il s'agit des domaines sociaux, et même à 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'avant que le cerveau ne soit terminé, il est déjà très très supérieur, y compris pour les trucs de théorie de l'esprit, etc. Donc le môme humain est probablement à cause de cette immaturité, de cette différenciation assez lente, très lente, néoténique, eh bien, ce môme humain est très rapidement supérieur sur le plan cognitif et sur le plan des rapports sociaux d'un chimpanzé de bonne taille, d'un orang-outan qui est lui-même sympathique, hein, par ailleurs, mais bon. Voilà. Alors la question vient, c'est la question du comment, hein, bien entendu. Et bon, on peut avoir évidemment que des hypothèses. Hein, donc, ce qui s'est passé probablement, c'est un effet de ralentissement, c'est-à-dire que le développement du cerveau s'est ralenti, hein, ça c'est clair. Et c'est ce qu'on appelle la néoténie, c'est-à-dire que fondamentalement, il y a des organes qui maturent à la même vitesse chez les deux espèces, mais assez peu en fait entre le singe et entre le chimpanzé et l'humain. Et puis il y a un ralentissement très fort en fait du développement du cerveau. Vous pouvez voir ici par exemple que ces gènes-là, alors là c'est la néoténie humaine, c'est-à-dire qu'en rouge vous avez l'expression de gènes au cours de l'âge, vous voyez que ces gènes montent en expression très, très faiblement, alors que le chimpanzé a une expression plus rapide, et on prend évidemment un macaque comme groupe externe, parce qu'il faut toujours un groupe externe pour savoir si le changement entre les deux branches est lié à un changement ici, et si celui-là il a la même chose que celui-là, c'est que le changement s'est fait le long de la lignée humaine. Et si le chimpanzé et le rhésus sont symétriques, ça veut dire que le changement, le ralentissement, est un ralentissement spécifiquement humain. Donc ça, c'est intéressant à constater, surtout de rechercher quels sont les gènes qui sont ainsi ralentis. Et vous voyez ici que les gènes ralentis sont des gènes, vous voyez ici, il faut me croire sur parole, mais les gènes ralentis sont des gènes qui sont impliqués dans la construction des réseaux neuronaux dans le cortex, essentiellement. Et ça, vous pouvez regarder, par exemple, alors c'est par exemple le gène comme ARC, le gène comme NUR1 ou IGR, ça c'est des gènes de synapse, sont des gènes qui sont vraiment impliqués dans la construction des réseaux neuronaux. Et si on regarde la construction des synapses chez un humain, chez un chimpanzé, chez un macaque, on voit que l'humain est retardé par rapport au macaque. Donc, dans ce cas-là, il y a un gène très important qui s'appelle MEF2A. Et MEF2A contrôle pas mal de ces gènes de plasticité corticale. Et vous voyez qu'en amont de MEF2A, il y a eu plein de mutations qui sont arrivées, qui sont des SNPs, ça fait un petit nombre de mutations, mais qui ont forcément des effets très importants en cascade pour que ça contrôle tout un processus de maturation. Et cette mutation, elle est arrivée après la séparation d'avec Néandertal. Donc elle est vraiment spécifique de Sapiens, des humains modernes. Donc, alors évidemment, ça s'accompagne d'une augmentation du cortex à cause d'un plus grand nombre de progéniteurs. Le cortex augmente, de nouvelles aires apparaissent, et quand de nouvelles aires apparaissent, de nouvelles connexions apparaissent entre les aires. Hein, d'abord, ce n'est pas un accroissement homothétique, il y a des régions qui accroissent plus vite que les autres, en particulier les régions frontales ont poussé énormément chez Sapiens par rapport aux autres. Et puis, vous avez de nouvelles connexions. Vous voyez ici, par exemple, une connexion assez importante qui lie l'aire de Broca à l'aire de Wernicke. Il s'agit évidemment du langage dans l'hémisphère gauche. Et bien, vous voyez que vous avez une invasion des régions temporales chez l'humain que vous ne voyez pas chez le chimpanzé et que vous ne voyez certainement pas chez le macaque. Donc, une modification du nombre de cellules, une modification des trajets, une modification aussi, bien entendu, là c'est aussi un ralentissement. C'est un ralentissement qui est lié à une duplication de ce gène et puis à une délétion des éléments dupliqués avec cette région-là qui devient inhibitrice du gène entier et qui donc ralentit le développement des épines dendritiques. Donc, vous voyez, ici, voilà un animal contrôle. C'est une souris dont on électropore les formes chez la souris. On utilise la souris encore comme un tube à essai. Et vous voyez que si on surexprime la forme dupliquée et tronquée, ou si on diminue l'expression du gène sauvage, on a exactement la même chose. On a une augmentation du nombre d'épines dendritiques, c'est-à-dire une multiplication de capacité de connexion. Et ça se voit très bien au niveau des marqueurs synaptiques, en particulier des marqueurs synaptiques de neurones inhibiteurs, mais aussi de neurones activateurs. Donc là, c'est une néoténie, de nouveau, qui apparaît avec une mutation de ce type.
Donc tous ces genres de modifications ont donc des effets qui ne sont pas linéaires, si vous voulez, avec le simple effet chimique de la mutation, parce que ça a des effets importants, évidemment, au niveau cognitif. Alors comment est-ce que ça se passe? Ça se passe pour une grande part, évidemment, il y a des mutations ponctuelles, etc., mais par le fait que notre génome est quelque chose d'épouvantable. C'est un génome qui est d'une très très forte instabilité. 45% du génome humain est composé de ce qu'on appelle des éléments transposables, des éléments qui se baladent partout dans le génome. Alors ils sont tous, sauf une centaine chez Sapiens, fossilisés, c'est-à-dire qu'ils ne bougent plus, mais même quand ils ont bougé, ça a été une catastrophe. C'est une adaptation très rapide du génome, une évolution très rapide des génomes. Et là, vous voyez, c'est que vous avez deux séquences, par exemple, ALU, qui fait partie de ces gènes-là, qui sont capables de passer d'un morceau du génome à un autre. Donc, ils se multiplient. Et quand il y en a deux, au moment des divisions cellulaires ou des divisions méiotiques, vous pouvez avoir des crossing over qui fait que vous allez refaire votre génome, et là, vous allez avoir une délétion, et là, une duplication. Et 45% du génome fait comme ça, ce n'est pas de la blague, ça a modifié énormément les génomes, mais ça vous attire aussi votre attention sur le fait que les génomes sont des choses extraordinairement instables. Et elles sont encore instables, c'est-à-dire que ça relativise beaucoup le drame de la manipulation génétique, à mon avis. Vous voyez ici, par exemple, si vous regardez les SNPs, les humains sont assez loin des gorilles et des chimpanzés et des bonobos, très loin des orang-outans, mais enfin plus près des bonobos et des gorilles que des orang-outans par le nombre de SNPs, c'est-à-dire de mutations ponctuelles. Mais si vous regardez les séquences ALU, vous voyez qu'on prend vraiment de la distance par rapport à toutes les autres espèces. C'est moins vrai des séquences line qui sont d'autres éléments de type transposable. Mais ça vous montre que cette grande activité de mobilité du génome au cours de l'évolution a évidemment introduit des changements qui sont des changements massifs dans notre système nerveux. Ça a aussi introduit ça c'est un truc intéressant, c'est des sites de méthylation différents, c'est-à-dire qu'on peut ne pas bouger le génome, mais on peut modifier sa structure épigénétique. Et une des façons de le faire, c'est de méthyler les CPG, c'est-à-dire des cytosines dans des îlots CPG. Maintenant aussi des CPA, des CPC, c'est pas, mais on pensait essentiellement des CPG à l'époque. Et quand vous modifiez vos îlots CPG, vous introduisez des sites qui peuvent être méthylables, alors évidemment, vous allez modifier l'expression de vos gènes. Et il y a des exemples qui sont assez intéressants. Voici un qui est intéressant et qui vous montre par exemple. Alors là, c'est la cavité buccale d'un sapiens, ça c'est celle d'un chimpanzé, vous voyez que ce n'est pas du tout pareil. Au moment où on a commencé à pouvoir parler, on a une modification de l'appareil vocal avec une descente du larynx et une modification de la cavité ici. Et donc, si vous regardez les régions qui sont méthylées différentiellement entre un chimpanzé et un sapiens, mais aussi entre un néandertal et un sapiens, c'est là que c'est intéressant. Vous voyez qu'il y a des régions qui sont différentiellement méthylées. Et ça, il n'y a pas de mutation, là. C'est juste les C qui sont avec un méthyle ou sans méthyle. Et vous voyez que les régions qui sont extraordinairement fortement modifiées dans les déméthylations sont des régions qui sont dans l'appareil buccal, dans la colonne vertébrale et dans le bassin, qui sont des régions qui sont très différentes, en fait, entre sapiens et le néandertal. Alors, il y a un des gènes méthylés qui est un gène intéressant qui s'appelle NFIX. Et en fait, moins il y a de méthylation, et plus ce gène est exprimé. Et vous voyez qu'il y a une maladie humaine, qui est la maladie de Marshall-Smith-Malan syndrome, qui est S, où l'activité trop forte de ce gène entraîne une modification de la face. Et nous, on est là. On est healthy modern human. Mais chez les néandertals, il y a une très forte méthylation qui fait supposer que le profil de néandertal il devait être comme ça. Donc, encore une fois, je ne voudrais pas faire de la peine à un néandertal, mais et vous voyez que là, ça c'est les méthylations chez Sapiens, chez les hommes modernes. Ça, c'est les méthylations en amont de ce gène, c'est-à-dire dans les régions régulatrices d'expression de ce gène chez un néandertal. Et ça, c'est les méthylations chez un chimpanzé. Vous voyez que, de ce point de vue, le néandertal est beaucoup plus proche du chimpanzé, le dénisovien aussi, qui est un autre humain archaïque, que ce qui se passe chez ces 5 sapiens. Donc, de nouveau, là, on a un néandertal qui est quand même plus proche du singe, du chimpanzé que nous. Donc, c'est
c'est pas pour, je finis, mais c'est pas pour dire du mal des chimpanzés ou des singes, on s'en fiche, on est tous aussi évolués les uns que les autres. Il n'y a pas de hiérarchie en évolution, ça n'existe pas. Mais simplement que nous sommes des singes très différents. Et ça, nous sommes très différents pour des raisons que j'ai essayé de vous expliquer en vitesse, c'est que c'est pas si 1,26% ne vous disent pas qu'on est 97, quelque chose, ou 98, quelque chose pour cent, 90,77% singes. Ça a des conséquences importantes et je ne dirais pas qu'il n'y a pas de culture chimpanzé. Oui, il y a une culture chimpanzé. Il y a aussi effectivement des corbeaux. Il y a 2 espèces de corbeaux, Nouvelle-Calédonie et en Hawaï, qui sont capables de prendre des brindilles et aller chercher des vers dans des trous. Et les chimpanzés sont capables de fabriquer avec 2 outils, des termites. Et c'est une culture parce qu'on ne les voit pas dans tous les mêmes biotopes. Mais très honnêtement, ça n'a pas tout à fait la même valeur que la culture chez Sapiens. On peut s'en réjouir ou s'en plaindre, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Tant plus que chez Sapiens, la culture est très accélérée, très cumulative. On a mis 2 hommes sur la Lune en 1960 ou quelque chose par là. En 1904, on ne pouvait pas construire un avion quasiment. Donc vous imaginez la vitesse à laquelle ça peut aller. Donc ce côté cumulatif de la culture chez Sapiens, ça nous amènera à la catastrophe, ça c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment cet organe-là, qui se casse tout le temps, il y a des hémorragies tout le temps, où l'ADN se casse tout le temps, où ça saute tout le temps, où il y a... Eh bien quand même, ce truc-là, c'est capable de faire ça. Bon, ça laisse un petit côté mélancolique. Je suis bien d'accord. Bon, c'est le tragique humain, quoi. C'est-à-dire qu'on sait bien ce qui va nous arriver. On sait bien ce qui va nous arriver et on sait bien ce qui va arriver à la nature. Alors, j'entends toujours, et je me réjouis qu'on se soucie beaucoup de ce qui va se passer dans la nature dans quelques centaines d'années, peut-être même avant, les fameux 2 degrés, si on arrive à limiter à 2 degrés. Et très honnêtement, je suis tout à fait favorable à l'idée qu'on fasse tout pour limiter les 2 degrés, bien entendu. Y compris changer les formes d'utilisation de l'énergie, de production de l'énergie, mais aussi, évidemment, travailler avec notre cerveau pour stocker le carbone, l'utiliser, pour faire des animaux transgéniques, des plantes transgéniques qui pourront habiter des régions désertiques, par exemple. Mais on peut aussi se poser une question. Après tout, pourquoi? Est-ce que c'est si grave que ça, que Sapiens disparaisse? Parce que tous les gens qui veulent sauver la nature, en fait, ils veulent sauver Sapiens. On se demande pourquoi, d'ailleurs, parce que bon, ils veulent sauver leurs arrière-petits-enfants en pensant que ce sera le même génome. C'est une espèce de désir d'immortalité absolument ahurissant, alors que ce ne sera pas le même génome de toute façon. Vous avez vu le génome, enfin, je ne vais pas montrer tout parce que c'est trop catastrophique, mais ils veulent sauver Sapiens. En fait, c'est des hypocrites, ils ne veulent pas sauver la nature. C'est intéressant cette question, parce que moi je préfère sauver la nature. Et, en fait, la nature s'en sortirait beaucoup mieux sans Sapiens. Parce que, bon, ça repartira. Mais en fait, il n'y aura plus de nature. Quand il n'y aura plus de Sapiens, il n'y aura plus de nature. Parce qu'il faut sauver Sapiens pour sauver la nature. Parce que quand il n'y aura plus personne pour dire ce que c'est que la nature, et faire ça, d'une certaine façon, c'est donner un langage à la nature. Et le jour où il n'y aura plus de langage dans la nature, parce qu'il n'y aura plus de Sapiens pour dire la nature, mais il n'y aura plus de nature, il n'y aura plus rien. Donc, sauvons Sapiens, et on sauvera la nature, pour le temps que Sapiens sera sauvé, parce qu'il n'y a pas d'espèce éternelle. Voilà. Il n'y a pas d'homme éternel, je suis désolé pour vous, encore plus pour moi, pour rien vous cacher. Il n'y a pas d'espèce éternelle, je suis désolé pour l'espèce humaine, mais comme les autres, elle a un début, un milieu et une fin, et ce sera aussi la fin de la nature, parce qu'il n'y aura personne pour la chanter.